Bonjour, merci à l'Institut français de m'avoir invité, à ses partenaires. Je vais intervenir en anglais sur le thème des murs dans le monde pendant que les photos que j'ai prises pendant ces presque 10 années de recherche défileront sous vos yeux. So I'll start with two historical dates. First is 9 November 1989. It's the fall of the Berlin Wall that opens up to a whole new world, the reunification of Germany, the end of bipolarity, the collapse of the Soviet Union, the beginning of a globalized world dominated by a single power and an extraordinary flow of movements of goods, people, and communication. One could think then that this world would open up for good. The second date is 9 November 2009. 20 years after the fall of the Berlin Wall, people rediscovered the existence of walls in a world that had changed, that hesitates between fragmentation and globalization, a world that realizes that there are more walls today than 25 years ago. The phenomenon of walls only amplified since then. So what is happening to our world? What is this phenomenon? And what does it show of our world? So first, what are those walls and how do they look like? A wall is a unilateral construction that distinguishes it from a border, which is the result of a bilateral agreement. This means that there's always a good side and a bad side of the wall, a good side that has built the wall and minimizes its effects, and a bad side that suffers from its effects and tries to denounce its mere existence. A wall, it was said earlier, is a visible construction, and that is precisely why it is built. Governments want to show to their citizens that they're doing something about the issue that its citizens are complaining about or that are afraid of. At the same time, in a kind of schizophrenic way, these same governments wish to reduce that visibility. Indeed, the image of a wall is rather negative, as it is the one of repression and lack of freedom of expression, as the Berlin Wall was symbolizing. Therefore, some governments do not publicly assume their decision, and they refuse to use the word wall, preferring less perceivably negative words such as fence or barriers. But at the same time, I'm wondering, I question, if all fortified borders or fence borders are walls. A wall is not only a construction, it is a system. It is a system that blocks. In the Palestinian-occupied territories, the double electronic fence is strengthened by a whole system of control and obstacles, such as settlements, reserved roads and tunnels, military zones, checkpoints. This whole constitutes a construction that is as uncrossable as the 9-meter concrete wall built in the main cities of the West Bank, Jerusalem, Qalqilia, Tulkarem, and Bethlehem. A wall cannot function without a human surveillance system along it. The human factor is even key to the efficiency of a wall. For example, there's 100,000 Moroccan soldiers that are stationed along the berm in Western Sahara, despite a sophisticated system of surveillance and landmine fields. The demilitarized zone in Korea is guarded in the north by about 700,000 soldiers and in the south by 400,000. In Kashmir, 450,000 Indian soldiers are deployed throughout Jammu and Kashmir, and 30,000 Pakistani soldiers are in Azad Kashmir.
The personnel of the US Border Patrol has tripled over the past 10 years, with today more than 21,000 personnel. A wall is also a very expensive construction. The construction itself, of course, and all the related costs, such as the surveillance. More than $50 billion have been so far spent by the US to reinforce the barrier along its border with Mexico. The Israeli separation wall cost 2.5 million euros each kilometer. Most of these current walls are also built by democratic regimes. The US, Spain, India. In my view, for the democracies, the construction of a wall always poses fundamental questions about the capacity to address and manage global challenges and threats, about easy answers they give to their citizens, and, of course, the role of the media in all that. Why these walls are being built? Why people are building walls, are wailing in others as they are also walling themselves in. Even if each wall can have different function, we can assign to them three main and general functions. First is the function of maintaining the status quo. Up until the 1980s, walls were mostly of a defensive nature and were built after a civil war. That is the case in the Korean Peninsula since 1953, the situation in Cyprus, divided and occupied in the north since 1974, the situation in Kashmir, the situation in Belfast between Catholics and Protestants since the late 60s, the situation in Western Sahara, a region claimed by Morocco and the Polisario Front since 1975. Some of these walls have de facto created a border. That's the case in South Korea, Kashmir, and Cyprus, and others want to create one. That's the case in Israel. The second main function is the function of protection in a short-term security logic. These last years, especially since 9/11, with an emphasis on security, walls have been built to answer what have been called new threats or new fears, such as immigration, terrorism, poverty. This is the case of raising and strengthening of the barriers in Melilla and Ceuta in the northern Morocco, in the Spanish enclaves in northern Morocco. The strengthening, of course, of the US-Mexican border, the construction of a barbed wire fence between India and Bangladesh to slow down the immigration, the construction of the separation wall by Israel to stop suicide bombings that happen in the main Israeli cities, the electronic fence that Saudi Arabia has been built on its borders with Iraq and Yemen, and the progressive fencing of some European states on the external borders of the European Union. In a way, it seems that the world is replicating on a global scale the phenomenon of gated communities that arose in the US in the 70s. And the last function is the function of separation and interdiction. One protects him or herself by separating from the other. One protects him or herself by closing off or walling in the other. One pushes behind the wall those that he or she does not want to see anymore. The unknown, the misunderstood, the dangerous, or the miserable. One separates from the other for living in a better way in his or her small corner of the world, which becomes therefore a reduced one. One separates by excluding the other, by forbidding him or her to enter. In fact, a wall is being built
each time one culture or one civilization has been unable to think the other, to think with the other. It represents, therefore, the failure of politics and of dialogue. These functions, of course, evolved with time and circumstances. And one can question, as it was said previously, the effectiveness of these walls over time, as well as their impact on the landscapes, on the people, on their mentality, and on their life. A wall is a stiff construction that evolves because it is constantly challenged by those it wants to keep away. There is always a way around the wall. A wall is always found, a way is always found by those who are walled in on the other side and who have plenty of time to identify the weak points and the strategies to weaken it. So if a wall is not can be overcome, then we can question the effectiveness of the wall. As a former Secretary of State for Homeland Security declared once, build a 15-meter wall, you'll see a 16-meter ladder against it. Indeed, what a wall does is that it makes the cost of getting around it higher and more dangerous. When crossing through deserts or seas, migrants take more risks. When crossing through military zones, local populations take more risks. These difficulties lead to frustration, a spiral of distrust and incomprehension, which creates unhappiness and despair. A wall prevents a more constructive vision from developing in the long term. It is a trap, as much for those it is supposed to protect as for those it is supposed to keep away. In the end, building walls creates more problems than it can resolve, and even worse, it complicates the problems it is supposed to solve. So they contribute to the evolution of the situation through what we can call a negative change. For example, in the West Bank, the separation wall has landlocked the Palestinians in their small pieces of land and has helped develop settlements to the extent that the two-state solution is no longer a realistic option for peace, as it is not viable on the ground. In Western Sahara, the division has allowed on one side a costly settlement policy and on the other side a lost generation of refugees that only depends on a reduced, ever-reducing international aid. These situations can be characterized as negative change since they create more danger for the concerned populations, more frustration, and lead to recurrent crises as the root causes are still not addressed. Walls are only easy solutions to complex problems as well as global ones and transnational ones. They might nevertheless have a future in the short term, as we are currently living in a world that favors short-term security solutions. But on the long run, they are doomed to fail, just like empires. The movement of people will always be stronger than such absurd constructions. Thank you. Thank you very much, Alexandra. Our second paper in this session is by Damien Simoneau. Damien, you hold a PhD in political science, and you're currently a teaching fellow at Paris 13 University in the north of Paris. You're also an associate researcher at CERAL, as well as at the Centre Émile Durkheim in Bordeaux. Your PhD research dealt with social movements in favor of walls in Israel and Arizona, and your research now focuses on comparative border security around topics such as the problematization of mobility, militarism, security expertise, as well as relations to the state and economic, legal, and environmental contestations. And your paper of today is called The Political Show of a Walled Territory. You have the floor for 12 minutes.
Tout d'abord, je vais commencer par remercier les organisateurs pour m'avoir invité, pour participer aux discussions collectives. Ça va être mes derniers mots en français, puisque je vais m'exprimer en anglais, mais le PowerPoint va être en français, donc comme ça on est au cœur du bilinguisme. So, I think that my discussion here will try to illustrate what we have been talking about during this day about the symbolical function of border militarization. And I will try to illustrate that by comparing two cases of walls building, and especially by illustrating that with my research, which was towards pro-fence mobilizations, pro-fence social movements in Israel and in Arizona. And I hope it will resonate, echo what we have been talking about, especially here in Europe this morning and this afternoon. So I guess that you're familiar with the US and the Israeli walls. I'm not going to detail them. Both of them are, of course, matrices for other kinds of walls. Alexandra detailed many aspects of those walls building. I'm just showing you some pictures for you just to travel a bit and situate yourself at the end of Arizona or in between Israelis and Palestinians. So here it's Arizona. Here again, Yuma, Arizona. Here is the map of the Israeli security fence, as it is called in Hebrew. Here, a view from Bethlehem. And yeah. So, my research was to try to compare one dimension of border militarization and walls. Of course, when we talk about the Israeli wall and the US walls, we are talking about two different geopolitical contexts. In one case, the Israeli government decided to build what is called in Hebrew security fence in the occupied West Bank from summer 2002, and it was part of a policy of separation that is implemented between Israelis and Palestinians from the 1990s. The wall is built on a line of a seam zone, it is a name in Hebrew again, which is decided unilaterally by the Israeli state and which has been condemned by the International Court of Justice. On the other case, we are talking about the United States, the federal government of the United States, which is building its border fence, it is a name in English, and it is part of a process of militarizing the border that have been on and on and on since the 1980s, which is called border enforcement, and it is built, of course, on a border, a recognized border. But if we look at the two cases, the two very different geopolitical cases, what we can find in terms of similarities is that they are using some similar technologies. And now there have been some research and some interest into the circulation of manière de faire, of technologies in between different cases of walls. There is an international market of surveillance technologies. There is also a similar discourse of justification. In both cases, it is a state, Israeli state, US state, that is protecting itself from external threats amalgamated into the figure, the image of the terrorists slash smugglers slash illegal migrants. On the other case, the first strategic function of those two walls is to control and filter the mobilities of Palestinians in one case, of mostly Mexicans on the other case, according to their statuses. In both cases, of course, you have a violation of human rights of the people on the move, and the military efficiency of these walls in security terms can be discussed. I'm not going to enter into this now, but we can discuss that later. What is also analogous is that those walls are built in order to counter different types of mobilities, but the mobility is a very important issue. It is problematized. Then it is also, those mobilities are associated with violences, different types of violences. It is also an analogy. You have also economical asymmetry between the two entities that are separated. And the Israeli and US states are also built up according to settler colonialism. So it is very important because it is generated specific myth attached to the territory and to the mobility, to the homeland security. And then, of course, in politics, Palestinian issue on one side and the Latino issue on the other side in the US is unresolved, politically speaking. So this is basically the frame. So beyond this aspect, which is about controlling and filtering the mobility of
undesirable population, I decided, as it is already very well documented by political geographers and political scientists, this symbolical function of the wall. So basically, the wall is also a tool to reassure fenced-in citizens about the Westphalian order, we talked about it before, about the capacity of the states to deal with consequences of globalization embodied into the mobility. So here I'm putting the quote by Didier Bigot, Ricardo Bocco, and Jean-Luc Piernet. It's in French, but it tells basically what is this function that is also part of the wall building. I'm reading it in French. Sorry for the translation, it's going to be a bit mixed up, but I'm reading it in French. Donc, à usage interne, il s'agit de marquer la représentation des citoyens, ne serait-ce que par la mise en place à leur attention d'une aire de certitude qui leur fait croire qu'ils sont protégés. To make them believe that they are protected against something. In my research, I tried to document this function. And I decided to look not at the top-down actors, so not at state actors, but at bottom-up actors, namely pro-fence mobilization. So in Arizona, for example, I studied a group of actors that decided to launch an initiative to collect donation, private donation, to build up a border fence. So here you see the website that was at that time launched in 2011. So those actors, they are Republicans elected, they are ranchers, they are former Border Patrol, they are vigilante groups, there are different types of people. They gathered every month at the Arizona Parliament and they decided to launch this operation to raise money and to push and to put pressure on the federal government for the federal government to militarize even more the border. In Israel, it's different actors. In Israel, we have this idea that the fence is a top-down issue. Ariel Sharon, for example, the prime minister, decided it. But before he decided it in 2002, there have been 1.5 years of pressure from the bottom up. So I tried to look at all those different initiatives, and basically you had associations that were think tanks, like the Council for Peace and Security, that pushed for a separation, and you had other kinds of small associations that gathered together under the umbrella of Uzi Dayan, who is a general in Israel, and they pushed also for a fence. And you had also the Yesha Council, which is representing the settlers, so the Israelis living beyond the Green Line in the occupied West Bank, that also pushed for the determination of the route of the fence. What do those people do, comparatively speaking and briefly? They elaborate plans. So they elaborate security plans and they lobby for it towards national officials in their country. So here you have an example of Restore Our Border Plan, which is the plan of the ranchers of southern Arizona to protect their lands from what they perceived as an invasion of their lands due to the migration moving from California to Arizona in the late 1990s and the beginning of the 2000s. Basically, they do lobbying. They also organize different types of events. For example, here on the left, you have an event called Flags Along the Border at the US-Mexico border, where basically all the actors I was talking to you about gather themselves, bring the media, and erect a mock fence putting American US flags and to try to symbolize this idea that the border should be materialized and fenced. On the right side, you have photos from the activists from Gader Lechaim, which is an association in Israel that was also monitoring, watchdogging the evolution of the grounds of the fence to put pressure on the Israeli government through a media campaign to oblige the Israeli government to keep its agenda of building up the fence, and especially on allocating the money, which was also a very important issue. In both cases, Arizona, Jerusalem, they decide to do different kinds of action, which is erecting mock fences to try to symbolize this issue of militarizing the territory. And also, so they try to get support, and they built up coalitions among parliament officials, amongst generals and military people, and especially among the media, because they know that the fence is an image that can be
frame into the media to try to influence the way we talk about the issue of migration and mobility. So for example, on the top here, you have a gathering between Gad Lechaim, so this association that I studied in Israel, with the president of the State of Israel, Moshe Katsav, that decided to support them against Ariel Sharon at the beginning, who was against the fence with the Palestinians. And here on the downside, you have one parliamentary guy, Steve Smith, pushing for this donation campaign that I talked to you about, that was invited many times on Fox News to try to diffuse and get money from his initiative. Damien, you have 2 minutes left. Yeah. So I'm going to conclude on the 3 operations about how we can dissect those border militarization policies. So basically, what are those actors doing? They are, in French, transcodeurs. Basically, they don't have a very direct influence on the decision-making processes because they are marginalized in the decision-making processes. However, they create the frame of interpreting and resolving mobility. And of course, they do that legitimizing military solution. So basically, they do that in 3 operations. I don't have time to enter into details now. The first operation is that they problematize mobility. So they construct mobility as a problem according to national issues that are depending on the US and Israeli political culture. Second operation, they securitize it. So they securitize mobility to legitimize a military answer. And thirdly, they diffuse this framing, so mobility is a problem, the fence is the solution, by contesting their own governments and by contesting them in different arenas, public arenas, the media, the parliaments, and the court system. I don't have time now to elaborate, but basically what do is that they feed a show, a political show, which is about contesting the authorities and saying that the authorities are not securing enough the citizen of this country. And basically, they took every occasion they have in different public arenas to do that. Basically, they defend and they comfort the role of militarism in the management of the mobility as a public problem in those 2 political systems by basically activating practices and discourses of security, by emphasizing war myths that are also part of the US and Israeli military culture. And they also label in a security problem those mobilities publicly. And they take everyone publicly into testimony. Voilà. I think I will stop here because I don't have more time to elaborate, but I will be happy to go deeper into all this later. Thank you very much. Thank you very much, Damien. Our third paper is from Stéphane Rosière. Stéphane is a professor at the University of Reims in France. He is also there, the director of studies for the master's degree in geopolitics. He's also the leader of the research unit Habité and the editor-in-chief of an online review of geopolitics called L'Espace Politique. And today, he will talk about international borders and the temptation of walls. So, Stéphane, the floor is yours for about 12 minutes. Thank you, François. I will do the opposite of Damien, so I will speak in French, but my slides are in English. It is bilinguality in another way. So, voilà. My presentation, non, c'est vrai, c'est en français, pardon. Ma présentation donc, sera consacrée aux barrières. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a été déjà plusieurs à en parler, Alexandra tout à l'heure. On pourra avoir des points communs, mais aussi des différences dans nos approches. Et je pense que c'est assez intéressant pour vous de voir comment des gens qui sont penchés sur la question peuvent quand même avoir des points de vue différents tout en reconnaissant des données et des points communs.
Alors en fait, j'ai souhaité structurer mon intervention autour d'abord de la morphologie des barrières, hein, quelle étendue et quelle forme pour ces barrières. Vous notez d'ailleurs que j'utilise moi personnellement l'expression de barrière et non pas de mur, parce que je considère que morphologiquement il y a assez peu de murs et plutôt des clôtures. C'est déjà une différence entre collègues. Quel est leur rôle? Beaucoup de points communs. Et puis les conséquences majeures. J'insisterai notamment sur deux conséquences qui n'ont pas été abordées sauf erreur ou rapidement. D'abord, je présenterai une géographie des barrières en montrant que ces barrières frontalières, qui sont donc rarement des murs et plutôt des clôtures, représentent à peu près 20 000 km d'extension aujourd'hui. C'est un chiffre qui n'est qu'une estimation, car la réalité sur le terrain reste encore relativement inconnue, même si on s'approche petit à petit d'une meilleure connaissance grâce aux travaux d'Alexandra, par exemple, mais ça reste encore un petit peu confus et il y a quelques doutes. À peu près un quart de ces barrières sont en fait liées à des conflits militaires, à des situations de stress militaire ou de revendications territoriales, ce qui veut donc dire, on va regarder le verre à moitié vide, qu'en fait les trois quarts de ces barrières séparent des pays qui n'ont pas de revendications territoriales l'un vis-à-vis de l'autre, qui n'ont pas de tensions militaires, et donc en fait la majorité des barrières ne sont pas liées à des questions que je qualifierais de stratégie. Alors, voilà une carte qui est intéressante parce qu'en fait elle montre la même chose que d'autres intervenants, dont François tout à l'heure, mais ça ne montre pas les mêmes. Alors, voilà. On ne montre pas les mêmes choses. Si vous avez été attentif, François montrait tout le Turkménistan, pas moi. De même, on ne montre pas tout à fait la même réalité suivant les secteurs. Je ne vais pas avoir le temps d'insister, mais il faut voir chacune de ces cartes, celle de François, la mienne ou celle d'Alexandra éventuellement, comme des tentatives pour essayer d'approcher d'une réalité quand même relativement complexe. Une autre carte montre là une extension encore supérieure des barrières, là tout le Turkménistan, il faudra donc que je recherche encore ce qu'il en est, ou toute la Mongolie, ce qui n'est montré sur aucune autre carte. Cet article donc montrant la fin du paradigme transfrontalier en Eurasie est très intéressante parce qu'elle souligne que la mobilité naturelle est en train de disparaître en Eurasie et qu'on ne peut plus, notamment la faune sauvage, ne peut plus se déplacer. Je rajouterais que, outre les barrières, il y a aussi les autoroutes qui forment d'autres obstacles à la vie sauvage. Alors, les principales barrières prouvées, je n'insisterai pas, mais la plus grande du monde, simplement, c'est simplement entre l'Inde et le Bangladesh. C'est pas du tout la première qui vient à l'esprit lorsqu'on pense aux barrières. Elle est relativement peu connue, il y a peu de publicité. Elle fait 3326 km selon le ministère indien de l'Intérieur. C'est la plus longue du monde et je pense que vous n'en avez jamais entendu parler. D'ailleurs, on n'ira pas plus loin sur le sujet. Là, excusez-moi, là, tout à l'heure, ça a été montré par François, c'est l'accélération, en fait, ici c'est en allemand, l'accélération de la construction des barrières depuis le 11 septembre 2001, avec un processus qui devient exponentiel. Ceci dit, il faut quand même se méfier de ce schéma d'Elisabeth Vallée, parce qu'en fait, il montre non pas un nombre de kilomètres, mais de cas. Donc vous avez la même unité qui vaut 1 pour Inde, Bangladesh, ou pour Ceuta, Melilla, Maroc. Vous voyez, ce sont donc des unités qui n'ont pas du tout la même ampleur kilométrique. Et ce travail, si on devait vraiment le faire de manière kilométrique, je pense qu'il faut 2 ans de travail avec 150 chercheurs dans le monde entier pour arriver à un résultat précis. Donc en fait, on ne maîtrise toujours pas encore cette substance de la barrière frontalière parce que les moyens devraient être tout à fait considérables et finalement n'ont pas été vraiment accordés. Je pense à l'ANR en France, par exemple, l'Agence nationale pour la recherche, qui ne finance pas ce type de sujet. Les USA et Israël sont des exemples importants soulignés par Damien. On rappellera aussi le Qatar et l'Arabie Saoudite qui ont développé à peu près à la même période
des systèmes extrêmement coûteux qui fonctionnent sur un énorme investissement électronique, et puis l'Inde, hein, qu'il faut bien connaître, qui est le pays qui compte le plus de barrières dans le monde et qui est très peu mis en avant. Donc ces pays, je note que États-Unis, Israël et Inde, au moins, sont des pays développés ou en fort développement, sont des démocraties et non pas de sombres dictatures. Donc ce sont des pays démocratiques. L'Arabie Saoudite et le Qatar, non. Mais quand même, les démocraties jouent un rôle important dans le développement de ces barrières. Alors, ce que je voulais montrer ici, c'était la diversité des constructions et puis surtout notamment les racines coloniales du mur. Et j'ai rappelé ici la création du fil de fer barbelé, l'invention du fil de fer barbelé en 1874, qui va rendre possible le fait de clôturer des centaines et des milliers de kilomètres. Et là, il y a une invention technique relativement simple aux États-Unis pour le bétail, mais ce qui vaut pour le bétail vaut largement pour l'être humain. Nous ne sommes jamais après tout qu'une autre forme de bétail. Alors, un des premiers murs qui a été construit en fait dans l'histoire, ce sont les Italiens à la frontière de l'Égypte et de la Libye. C'était Badoglio, le maréchal Badoglio, sauf erreur, qui a construit ce mur sur environ une centaine de kilomètres depuis la côte de la Cyrénaïque vers l'intérieur pour contrer les infiltrations de ces félagas libyens qui tentaient dans les années 30 de lutter contre la domination italienne. Donc il faut se rappeler des racines coloniales, de même qu'on pourrait faire un développement très intéressant sur l'Afrique du Sud aussi dans cette volonté de séparer des populations, et les racines coloniales des barrières frontalières doivent être soulignées. Et puis ici dans le cas de l'Italie, on avait une barrière relativement simple. Un autre exemple d'une barrière peu connue mais électrique, c'est celle de l'Ouzbékistan à la frontière de l'Afghanistan. Alors, en fait, la grande variété des systèmes a été soulignée et j'ai trouvé cette dia sur Internet, tout simplement. Et ce qui m'a frappé tout de suite dans cette diapositive, c'est que tous les dispositifs, à peu près, s'y trouvent. Le mur de ciment ou de béton, pardon, tel qu'on le voit à Jérusalem, les différentes pistes de contrôle où on regarde s'il y a... je dirais que toutes ces technologies, on les retrouve aujourd'hui. Les tours de contrôle, comme on en a aux États-Unis ou en Israël, et puis évidemment les grillages et autres installations. Donc en fait, on peut dire que la technologie du mur a déjà été largement expérimentée. Vous voyez, j'ai dit mur. La technologie des barrières a largement été expérimentée, par exemple, par le régime est-allemand, qui nous montre ici, en une seule dia à peu près, toute la diversité technologique des dispositifs. J'essaye de regarder combien de temps il me reste. Oui. Alors, je voulais aussi insister sur le point, c'est que tous les intervenants ont dit que les barrières ont un rôle symbolique, c'est pour montrer aux populations qu'on s'occupe d'elles, qu'elles sont gardées, surveillées, qu'elles ont un bon pasteur qui les surveille. Eh bien, je ne suis pas tout à fait d'accord. Certaines barrières sont ce que j'appelle des barrières discrètes, et je pense notamment à la barrière slovaque-Ukraine. C'est une barrière sur laquelle il n'y a pas de reportage, elle n'est jamais sur les cartes des barrières, et le gouvernement ne fait pas de publicité sur cette barrière. Elle n'est pas mise en avant, ce qui ne veut pas dire qu'elle ne fonctionne pas. Et puis, comme vous le voyez, c'est une barrière sans barrière. Il n'y a pas de clôture, il n'y a pas de mur. Pour autant, les forces de police des frontières slovaques, puisque là j'ai pu aller sur place, se targuent d'arrêter 100% de ceux qui veulent passer. Bon, on les croit si on veut, mais au moins on a vu que les dispositifs, quand on a été sur place avec mes collègues slovaques, étaient quand même, avaient l'air d'être opérants et fonctionnels. Mais ils posent une grave question, c'est une question de coût. Car ce sont en fait des centaines, près de 500 caméras qui, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an, fonctionnent. Et l'investissement est une des questions, et le coût de fonctionnement de ces barrières est une des questions qui se posent, et je pense qu'il n'a pas tout à fait été mis fortement en évidence, et j'espère le faire un petit peu plus. Et puis évidemment, on a quand même des murs, mais comme vous le voyez, entre la barrière virtuelle slovaque et le mur israélien, on a quand même une immense diversité morphologique, et une question très simple pour le géographe que je suis: à partir de quel seuil ou quel type de construction vais-je pouvoir intégrer dans mon calcul des murs
Et je peux vous dire que ça fait moi aussi près d'une dizaine d'années que je travaille sur la question, je n'ai toujours pas la réponse. Qu'est-ce que sont nos murs? C'est un objet. Que sont nos barrières? C'est un objet compliqué. Stéphane, il te reste 2 minutes. Enfin, il me reste déjà plus que 2 minutes, c'est une catastrophe. Je voulais rappeler que derrière la clôture, en fait, il y a tout ce qu'on ne voit pas, mais qui est très important. Les centres de contrôle. Ici, c'est le National Shield du Qatar. C'est le centre de contrôle du Qatar. Et puis, il y a tous ces éléments mobiles qui, sur terre ou sur mer, peuvent permettre de mener le contrôle. Alors, smuggling, terrorism, immigration pour les buts, je vais faire très simple. La contrebande et le terrorisme sont des discours qui ne sont étayés par rien. Le but de ces barrières est d'abord, et je vais être frappant, c'est d'abord d'empêcher les pauvres de rentrer chez nous. Ces installations sont construites par des pays riches contre les pauvres. Je voulais rappeler, et là j'étais quand même, je mets une nuance par rapport aux propos de François Gémen tout à l'heure, les premières barrières qui ont été construites aux lisières de l'Europe, c'était Ceuta et Melilla en 1994. La discontinuité de richesse va de 1 à 12 entre l'Espagne et le Maroc. C'est la plus forte discontinuité économique nord-sud dans la périphérie de l'Europe, c'est le premier mur qui a été construit. De même, on peut voir que beaucoup de murs qui ont été construits de barrières isolent quand même des pays pauvres comme le Yémen de l'Arabie Saoudite, l'Inde avec le Bangladesh, la Corée du Nord même avec la Chine, mais évidemment le Mexique avec les États-Unis, ou les pays du sud-est de l'Europe par rapport au centre. Donc en fait, la logique économique reste quand même, on ne peut pas l'écarter d'un revers de la main, et là aussi, je dirais que ça demanderait beaucoup de nuances, je n'aurai pas le temps de les présenter. Alors ici, c'était une carte, je voulais montrer comment ces barrières s'inscrivaient de manière perpendiculaire au flux, mais je n'aurai pas le temps. Et aussi, ces barrières s'inscrivent dans une logique riche-pauvre. Là, j'ai un discours très marxiste, c'est-à-dire que les classes sociales, ça a un sens, et que plus on est pauvre, moins on peut bouger. Ça a déjà été dit tout à fait par d'autres intervenants, et j'insiste là-dessus. En général, ce sont des dispositifs qui visent à empêcher les populations des pays les plus pauvres de se rendre dans les pays les plus riches. C'est la logique générale. Voilà. Et les conséquences, 3 conséquences en 1 minute. Première conséquence, les morts. Beaucoup plus de morts que le rideau de fer. Le rideau de fer, en tant qu'objet qui a provoqué la mort, c'était un avant-goût de ce qui est aujourd'hui, puisque les fermetures administratives et la construction de barrières génèrent aujourd'hui plusieurs milliers de morts par an. Il faut savoir que la frontière interallemande, c'est de 49 à 89, c'est 1000 morts. Aujourd'hui, un été en Méditerranée, c'est 4000, 5000 morts. Voilà. Et ce n'est que la Méditerranée, il y a d'autres fronts, j'ai appelé ça des fronts, qui sont moins connus et qui génèrent aussi de nombreuses victimes. Donc on crée en fait, on crée un nombre de morts tout à fait conséquent, cette carte a déjà été montrée. Deuxième conséquence, la conséquence écologique. De manière très intéressante, ici ce sont des chevaux sauvages dans la steppe mongole, et regardez, voilà une carte, une frontière qui n'est mise sur aucune carte, c'est la frontière Chine-Mongolie, une barrière là aussi discrète, pas de reportage, rien. Faut-il la compter comme une barrière ou non? À mon avis, pour les chevaux, oui. La preuve en est, les études ont été faites sur la question, je vous renvoie à cet article en bas. Et enfin, il me semble que j'ai oublié un élément, c'est le coût financier, je ne le retrouve pas, ok, je ne le retrouve pas. Le coût financier de mémoire, c'est très simple, quand vous construisez 1 kilomètre et la question est quand même politique et très grave, quand vous construisez 1 kilomètre de barrière, ça vous coûte un demi-million d'euros ou de dollars, c'est à peu près la même valeur, et ça monte jusqu'à 3 millions d'euros ou de dollars au kilomètre. Donc de 1 à 6 le coût, donc ça veut dire que 1 kilomètre de barrière, c'est une école en moins, une maison de retraite en moins, vos retraites qui vont diminuer d'autant. Donc en fait, on investit de l'argent dans des murs et des barrières dont l'utilité est effectivement très discutable. Par contre, vos enfants n'auront pas d'école à proximité de chez vous. Quand vous serez à la maison de retraite, vous aurez moins d'infirmières parce que vous aurez mis votre argent dans
dans des constructions dont vous pourrez en discuter à la maison de retraite, quand on y sera tous. Est-ce que ça valait vraiment le coup? Voilà. Puis par ailleurs, vos infirmières, en fait, ce seront des personnes qui auront réussi à passer à travers le mur et qui s'occuperont de vous. Je vous remercie de votre attention. Merci Stéphane, and the final paper of this roundtable, but certainly not the final paper of the day, is by Goranka Lalic-Novac. You're an assistant professor at the Department for Public Administration of the Faculty of Law in the University of Zagreb. You have a PhD in law and a master's degree in political science from the University of Zagreb, and you've authored several books and scientific and professional papers, including most recently a book called Legal and Institutional Aspects of Asylum, published in 2016. And you'll present today a paper called Improving Border Management and Access to Asylum by Civil Sector Monitoring. Is there a link? Thank you. Thank you, and I would like to thank you, the organizers, for inviting me and to organize this interdisciplinary, I would say, very excellent event today. So I will speak in Croatian and my presentation will be in English. Kao što je najavljeno, dakle, nekakav fokus mog znanstvenog interesa je javna uprava i povezivanje zapravo upravnih kapaciteta i važnost upravnih kapaciteta za razvoj generalno društva i javnih politika, a onda povezano i sa upravljanjem migracijskim tokovima, integracijom i generalno pitanje migracija i izbjeglištva. U tom smislu, dakle, moja prezentacija zapravo ide za tim da se napravi, zapravo da napravim jednu vrst poveznice između uloge civilnog društva i neovisnih aktera u društvu i upravljanja migracijskim tokovima, posebno s aspekta, dakle, pristupa sustavu azila koji, kao što znamo, je posljednjih godina nakon izbjegličkom migracijske krize 2015. i 2016. na neki način ostaje upitan da li se u praksi na području Europe zapravo događa i postoji li u praksi pristup sustavu azila na području Europe. U tom smislu, dakle, moja prezentacija kreće od toga malo s aspekta odgovornosti i pitanja, dakle, odgovornosti javne uprave i u javnoj upravi ovog prinudnog resora koji se tiče upravljanja migracijama, uloge civilnog društva, nakon toga samog, dakle, prikazivanja border monitoring projekata, dakle, aspekt border monitoringa i zapravo koja je svrha i koja zapravo prednosti postoje uključivanja civilnog društva u nadzor postupanja policije, granične policije i postupanje prema neregularnim migrantima, tražiteljima azila i izbjeglicama među njima. Uvodno bih rekla, dakle, kao što je poznato, dakle, postoje različiti mehanizmi su se razvojem javne uprave i javnog upravljanja, dakle, razvili za nadzor postupanja izvršne vlasti, od tradicionalnih modela odgovornosti koji su, dakle, i pravni, birokratski, profesionalni i suvremeno kao posljedica novog javnog menadžmenta, odnosno uvođenja, dakle, ovih ekonomskih neoliberalnih načela u državu i javnu upravu, sve više naglasak na odgovornost prema uspješnosti, odnosno rezultatima koje treba postizati javna uprava i javno upravljanje. U tom smislu, dakle, mehanizmi odgovornosti koji potiču zapravo tu odgovornost za rezultat i uspješnost vrlo često jesu javno mnijenje koje, dakle, u pravilu definiraju i na njega utječu mediji kao jedan glavni katalizator, ali isto tako i organizacije civilnog društva i generalno civilno društvo koje ima važnu ulogu u tome. Ovdje treba reći, dakle, da odgovornost, makar se vrlo često
često dakle, povezuje nije isto što i transparentnost, budući da odgovornost u sebi uključuje dakle, uvažavanje onih preporuka i rezultata koji nastaju nekakvim neovisnim uvidom i neovisnim monitoringom i nadzorom postupanja tijela javne vlasti, dakle uvažavanje tog feedbacka i zapravo feedback na postignute, odnosno pronađene rezultate. U tom smislu, dakle, može se postaviti pitanje da li uključivanjem civilnog društva i neovisnih aktera, dakle, u nadzor i monitoring djelovanja javne uprave i javnog upravljanja, da li se povećava transparentnost i odgovornost tijela javne vlasti. Što se tiče, dakle, upravljanja migracijama i upravljanja granicama, danas cijeli dan dakle, slušamo i razgovaramo o tome kako danas upravljanje migracijama izgleda, dakle koncentrirajući se naravno na zidove koji se sve više i više grade, spuštajući to na razinu prakse, zapravo možemo reći da u praksi zapravo ne znamo kakvo je stanje na samim granicama, ne znamo posljednjih godinu dana ja ću govoriti naravno koncentrirajući se na ovaj dio Europe, dakle od zatvaranja takozvane zapadno-balkanske rute u dakle, ožujku prošle godine, zapravo ne znamo postoji li pristup sustavu azila na ovim granicama, dakle nakon što je zapravo došlo do zatvaranja koridora tijekom kojeg je kroz Republiku Hrvatsku prošlo nekih 650.000 izbjeglica i migranata. Izvještaj nevladinih organizacija, udruga prvenstveno dakle, za zaštitu ljudskih prava pokazuju dakle, da je vrlo zapravo upitno postoji li pristup sustavu azila, a svakako pokazuju dakle, da je zaštita ljudskih prava neregularnih migranata, tražitelja azila i izbjeglica zapravo ozbiljno narušena. Ovdje treba reći naravno da bez pristupa sustavu azila, odnosno pristupa izražavanju i traženju zaštite, zapravo cijeli sustav izbjegličkog prava i sustav azila na nacionalnoj i europskoj razini zapravo se dovodi u pitanje, jer ako osoba ne može zatražiti zaštitu, onda sve institucije, sva prava koja postoje unutar sustava zapravo su vrlo upitna. Ovdje zapravo može se vidjeti posljednjih možda 10-tak godina, nažalost ne zadnjih godinu dana, ali do toga ću doći, da jedan uvid civilnog društva, odnosno neovisnih aktera u postupanje tijela javne vlasti, prvenstveno dakle granične policije, može doprinijeti boljem poštivanju temeljnih ljudskih prava neregularnih migranata i može u određenoj mjeri osigurati pravo na pristup sustavu azila, odnosno pravo na azil kako je ono danas zajamčeno i hrvatskim propisima, ali i europskim i generalno nacionalnim propisima. Općenito taj dakle, monitoring, dakle nadzor, dakle hrvatski termin nadzor možda ne obuhvaća u potpunosti sve što engleski termin monitoring zapravo obuhvaća. Dakle, označava zapravo nekakvo zajedničko djelovanje, provjeravanje i korištenje informacija kako bi se adresirali, dotaknuli određeni problemi u provedbi prava, odnosno u zaštiti ljudskih prava kada govorimo o ovom pitanju. U tom smislu, dakle, kao što sam rekla, zadnjih 10-tak godina razvili su se različiti mehanizmi djelovanja organizacija civilnog društva u praksi kojima se nadzire postupanje granične policije i zapravo osigurava na neki način pristup sustavu azila.
Dakle, glavna svrha tih border monitoring projekata je, dakle, zaštita ili zapravo prevencija kršenja temeljnih ljudskih prava neregularnih migranata i pristup sustavu azila. Ono što je važno kod ovih vrsta monitoringa je zapravo ta neovisnost o javnoj vlasti, dakle da se radi o neovisnim tijelima koje mogu biti naravno civilno društvo, ali mogu i biti druga tijela, primjerice ombudsmani, dakle pravobranitelji ili neke druge vrste neovisnih organizacija. Ono što border monitoring aktivnosti do čega dovode u praksi, i one su naravno, njihova svrha je, dakle, s jedne strane humanitarna, ali s druge strane pokazalo se u praksi da već sama prisutnost neovisnih promatrača zapravo podiže standarde rada i podiže odgovornost granične policije kada postupa prema ovim kategorijama osoba i zapravo omogućava ili češće, čini se sada, ne omogućava pristup teritoriju i pristup sustavu azila. Te aktivnosti, dakle aktivnosti border monitoringa, dakle uključuju i uključivale su različite akcije, od prisustvovanja saslušanjima neregularnih migranata od strane granične policije, uvida u predmete, u slučajeve kako bi se vidjelo je li policija postupala u skladu sa standardima i je li prepoznala namjeru za izražavanjem azila. Dakle, u praksi namjera može biti izražena na vrlo različite načine i zapravo obučenost i stavovi policijskih službenika koji o tome odlučuju zapravo će odlučiti o tome da li će se prepoznati da se radi o tražitelju azila, osobi koja je potrebna međunarodna zaštita, ili se radi o neregularnom migrantu koji, dakle, je pritom i ekonomski migrant i zapravo nema osnova za pristup sustavu azila. Dakle, u tom smislu, dakle, border monitoring je osobito važan u ovim inicijalnim prvim fazama azilnog postupka, prilikom izražavanja namjere i postupanja policije kada štiti granice i upravlja migracijskim tokovima. Praksa pokazuje da je bolje ako takve aktivnosti rade nacionalni, odnosno lokalne organizacije civilnog društva, budući da su nekako najbliže praksi i najbolje znaju kakva je situacija na nacionalnoj, odnosno lokalnoj razini. Ja sam ovdje navela nekoliko primjera border monitoring projekata koji su se zadnjih 10-ak godina provodili u Mađarskoj, Sloveniji, Litvi, Bugarskoj, Rumunjskoj i u Hrvatskoj. Ja sam osobno bila, dakle, uključena u provedbu tog projekta u Hrvatskoj i ono što izvještaj i rezultati pokazuju, dakle, da već, kao što sam rekla, sama prisutnost nekog neovisnog tijela koje promatra rad policijskog službenika potiče ga da bolje postupa, da to tako kažem, da se pridržava standarda i da zapravo se na takav način, na neki način ipak osigurava pristup sustavu azila i teritoriju. Nažalost, dakle, ova migracijsko-izbjeglička kriza dovela je do toga da su border monitoring projekti u pravilu zaustavljeni, međutim, moje mišljenje i neka zapravo ideja jest da apsolutno treba zagovarati uvođenje ovih modela nadzora postupanja tijela javne vlasti, budući na takav način ove granice s kojima se suočavamo zapravo na neki način nisu više samo granice koje zapravo onemogućavaju ulazak, već su s druge strane i zapravo jedno mjesto gdje se onima kojima je potrebna zaštita ipak omogućava ulaz. Ja sam ovdje navela nekoliko preporuka kako bi takav monitoring trebao izgledati. Dakle, od toga da ga trebaju raditi neovisna tijela, da mora postojati volja na razini druge strane, a to je, dakle, tijela javne uprave, da mora biti redoviti i da zapravo preporuke koje su daju i izvještaji koji se pripremaju na temelju monitoring aktivnosti zapravo moraju biti, dakle,
feasible, dakle realistične i, sad se ne mogu sjetiti hrvatske riječi, izvedive, tako je. I hvala, mogla bih još, ali... Thank you very much, Goranka. We now have some time for questions and answers, so I'll take several questions from the floor before passing them on to the presenters. Oui, bonjour, j'aurais une question, alors, je ne sais pas adressée peut-être à une personne en particulier, mais peut-être entre Alexandra, Damien ou Stéphane, qui revient en fait sur vos présentations très intéressantes, notamment sur l'élément du coût que représente la construction de ces murs, et non pas seulement de la construction, mais de leur exploitation et du système de surveillance qui va avec. Ma question, en fait, c'est, pensez-vous qu'il y a vraiment une réelle transparence auprès des sociétés civiles concernées quant au réel coût que génère la construction de ces murs? Et je ne parle pas que du coût de la construction de ces murs, mais bien sûr aussi des coûts, comme on peut imaginer en Palestine, de la mise en œuvre des checkpoints qui se fait avec les jeunes Israéliens de parfois 18 ans, avec, en période de service militaire, avec tous les risques que ça comporte. C'est aussi un coût très important pour les familles. Est-ce qu'on est aussi conscient du risque généré par la paupérisation de la population palestinienne qui est impliquée par la construction de ce mur et de l'humiliation au quotidien faite à ces populations? Voilà, c'est vraiment une question qui m'interroge sur la réelle transparence de l'ensemble des coûts que génèrent ces barrières. Merci. Une deuxième question? Before giving the floor to Luc Lévy, I would like to make a comment about the cost. As Stefan Raziel mentioned, the virtual fence between Ukraine and Slovakia. Indeed, we can really question the cost of this virtual barrier, because a few weeks ago, Ukrainian citizens were granted with a visa-free regime. So what is the matter of this barrier? And the fact that Ukrainian citizens were granted with a visa-free regime actually join what François Germain mentioned before, because we didn't observe any huge flow between at the border between Ukraine and Poland, for example, or Ukraine and Slovakia. All the migration were actually regular. So yeah, I will also question the utility and the cost of this virtual fence. Thank you, and we'll take a third one. J'avais aussi donc une question, alors qui s'adresse peut-être plutôt à Monsieur Damien Simoneau, enfin à tous en fait, concernant la perception des murs. Enfant, j'ai appris à détester les murs. Donc le mur de Berlin, c'était quelque chose qu'on considérait comme épouvantable, et nous étions éduqués de cette façon-là. Je veux dire, en tout cas, en France, c'était ainsi, et certainement dans d'autres pays européens. Et aujourd'hui, vous avez montré ces images, on voit des Américaines, des Américains mettre des petits drapeaux, des émissions de télévision, Fox News, etc. Se féliciter, se dire combien c'est merveilleux ces murs. Et puis vous avez montré d'autres images qui sont les murs en Israël. Et on voit effectivement des think tanks, des associations qui militent pour ces murs. On vante la qualité de ces murs, à tel point, comme je le disais tout à l'heure, je reprends encore ce propos, qu'aujourd'hui en France, dans la presse mainstream, on dit pourquoi pas israéliser la société française, j'entends, c'est-à-dire des barrières, des murs, des choses qui fait que on se protège, on se sécurise. Comment on en est arrivé là? Et surtout la question c'est, est-ce que vous pensez que ce phénomène est réversible? Est-ce qu'on peut rendre de nouveau, non pas du côté des pauvres, mais du côté des riches, disons, pour reprendre la distinction que vous faisiez, rendre ces murs impopulaires? Et quelle méthode pour montrer que, alors effectivement il y a le coût, etc., mais il y a peut-être d'autres pistes aussi politiques? Thank you. Maybe Damien, we'll start with you about first the cost and the real social and human cost as well, but also the question of how did people come to love walls rather than dislike them? Yes, thank you for your remarks. I will answer in French. Je crois en fait que là, vos trois questions ont souligné en fait les points les plus importants sur ce mur. Moi, je viens de parler du symbolisme, on a parlé de l'aspect massif, chacun de ces choses-là. Le coût est quelque chose de très important quand on débat des murs. L'efficacité aussi, même si c'est un mot qui piège, quand on commence à débattre d'efficacité de ces trucs-là. Et puis la perception. Alors moi, j'ose pas dire le désir de mur, parce que c'est quand on voit... Enfin, moi, je suis tenant plutôt d'une vision de la construction politique de ces murs, mais on sent bien que pour les acteurs, moi que j'ai interrogé, il y a quelque chose qui relève de l'ordre de l'évidence, quelque chose qui est presque de l'ordre de la foi.
Alors sur le coût, je vais juste répondre sur, parce que c'est en effet une question tiroir et on pourrait en parler longtemps, je vais juste dire ce que j'ai observé sur mes terrains. L'enjeu de comment on finance ces barrières et leurs corollaires, c'est-à-dire le checkpoint et l'ensemble des technologies de surveillance, a été absolument crucial dans les deux cas. Moi, les acteurs que j'ai observés en Israël, donc pour la barrière de sécurité avec les Palestiniens en Cisjordanie, c'était un de leurs axes de lobbying. Il fallait aller à la Knesset, dans les comités qui étaient en charge de l'allocation du budget de la défense, pour s'opposer notamment aux représentants des colons, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui ne voulaient pas, eux, que le mur aille assez vite, qui voulaient le retarder, etc. Donc, essayer de détourner entre guillemets, d'attribuer plutôt l'argent public pour le mur était un enjeu absolument central. Et ça, c'est quelque chose qui revient dans la plupart des entretiens que j'ai faits avec ces gens-là, puisque comment est-ce qu'on convainc de l'utilité économique aussi du mur ? C'est-à-dire qu'on le construit, ça va non seulement coûter de l'argent, oui, mais on insistait aussi à l'époque que les attentats terroristes avaient diminué l'activité économique, avaient fait entrer la société israélienne, l'économie israélienne en récession. Donc du coup, si on construit ça, ça va améliorer notre situation. Donc l'idée financière derrière tout ça est très importante. Maintenant, pour revenir aux États-Unis, et oui, on voit bien que le projet de Trump, bon là on est encore à la phase pour l'instant de faire des appels d'offres, sélectionner les entreprises, mais là on va se heurter à la vie politique américaine, à la vie politique fédérale américaine, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va financer les éventuelles constructions qui vont être faites. Et là, la bataille au budget, on la voit déjà sur d'autres enjeux, est absolument cruciale, donc c'est en effet très important. Après, en effet, les coûts au-delà de l'aspect financier, c'est-à-dire en termes d'efficacité, c'est-à-dire les conséquences. Je crois que le terme d'efficacité, il est trompeur parce que ceux qui veulent parler de l'efficacité de ces murs, ils veulent nous emmener dans un débat expert qui est de comment est-ce qu'on entrave ou on réduit des mobilités ou même on les déplace. On fait le phénomène not in my backyard, c'est-à-dire on les repousse plus loin. Et moi, ça en Arizona, je l'ai beaucoup observé, c'est-à-dire que la plupart des acteurs pro-barrière de l'Arizona étaient conscients que le mur dans le sud de l'Arizona n'a fait que déplacer les mobilités ailleurs, mais ça leur allait. Donc pour eux, c'était efficace. Donc il ne faut pas tomber seulement dans ces choses-là, il faut en effet voir plus global et mesurer l'ensemble des conséquences des murs, dont les conséquences symboliques, les conséquences létales, les morts aux frontières. Mais je ne vais pas me lancer maintenant dans une explication parce que je crois qu'il y aurait beaucoup de choses à débattre là-dessus. Et je veux juste finir donc sur les perceptions. Je crois que, là, dans la présentation que j'ai faite, j'ai essayé, je crois j'ai peut-être trop, à cause du temps, homogénéisé les perceptions vis-à-vis du mur. En fait, l'ensemble des acteurs pro-barrière ont des conceptions très différentes de pourquoi les mobilités sont pratiques et pourquoi le mur est la solution. Donc il y a une hétérogénéité de perception. Certains vont mettre l'accent sur l'identité. Donc par exemple, aux États-Unis, ils vont dire « la société s'hispanise trop, il faut qu'on empêche les gens de rentrer » et des Mexicains de rentrer, des Latinos. D'autres vont mettre l'accent sur il faut avoir une barrière parce que ça permet de renforcer le rôle du citoyen dans les politiques de défense et dans les politiques migratoires. Et ça, c'était très important, et aussi en Israël. Et puis d'autres vont insister plutôt sur l'enjeu sécuritaire. Il faut protéger telle ou telle population qui ont vu passer des migrants dans leur jardin ou dans leur propriété. Mais je crois que la banalisation et l'esthétisation de ces dispositifs, ça c'est un sujet à part entière, et demain Anne-Laure Amiladzari pourra nous en parler beaucoup mieux, c'est quelque chose qui accompagne en fait le développement de cette politique et les banalisations, puisque je pourrais vous citer beaucoup d'exemples de publicité avec le mur, de publicité autour du mur, où on utilise le mur, que ce soit en Israël ou aux États-Unis, pour vendre des choses. Donc du coup, il y a tout un univers mental qui le vise à le banaliser. Et je crois que ça contribue aussi à aider à faire porter ce discours de le mur est la solution à nos problèmes. Merci. Quelqu'un d'autre, peut-être Stéphane, sur les coûts? Sur les coûts, donc dans le cas du mur de la barrière, parce qu'on a vu que c'était pas un mur slovaque, elle a coûté 100 millions d'euros. 100 millions d'euros qui ont été financés en grande partie, sans que je sache exactement combien, par l'Union européenne, c'est-à-dire par nous, en fait. Donc là, on partage le fardeau financier, si vous voulez. Je voudrais souligner comment l'Europe a à la fois financé, mais aussi été un acteur qui a joué dans l'édification de cette barrière, dans la mesure où elle a été construite en 2004 pour l'entrée de la Slovaquie dans la zone Schengen, et les rapports critiques d'évaluation Schengen
les protocoles Cheval, évaluation, étaient tout à fait critiques sur la Slovaquie, et notamment on avait critiqué la corruption de la police des frontières slovaques. Il n'était pas très difficile de faire rentrer un peu ce qu'on voulait en donnant un petit bakchich, visiblement, hein, vu de loin. Mais la corruption existe en France, hein, je ne veux pas du tout incriminer les Slovaques. Enfin, en France, à quelques costumes près. Donc on a un rôle moteur quand même qui a été joué par l'Union européenne pour trouver des solutions, et les solutions, elles sont proposées par les entreprises. Les entreprises qui répondent aux appels d'offres lancés par exemple par le gouvernement slovaque. Dans le cas de la chaîne de caméras slovaque, c'est la firme suédoise Ericsson qui a construit le dispositif, et donc pour le coût de 100 millions d'euros qui a été donné. Alors quand j'ai été là-bas, j'ai été au ministère de l'Intérieur à Bratislava, j'étais à la frontière ukrainienne, mais je n'ai jamais pu avoir d'informations sur le coût annuel. Alors en réalité, on pourrait presque le calculer, parce que j'ai pu savoir par contre combien il y avait de fonctionnaires de la police des frontières à la frontière ukrainienne, qui est en fait la Slovaquie en plus est bien tombée, parce que là le géographe, il y a une morphologie du territoire slovaque qui est particulière, puisque finalement la saucisse slovaque, il n'y a qu'une extrémité qui trempe dans la moutarde migratoire, le reste, alors ça sera beaucoup plus compliqué pour la Finlande et la Pologne par exemple, qui ont des centaines de kilomètres de frontières à surveiller. Donc on peut considérer que la Slovaquie était bien dotée géographiquement pour limiter ses coûts, mais qui doivent être importants. Parce qu'il y a quand même les salaires, on a pu les visiter, des bases tout à fait nouvelles, construites par des fonds européens. Je pense que c'est plusieurs millions d'euros largement qui ont été investis hors de la chaîne de caméras et dans le centre de surveillance sur le modèle qatari, dans la petite ville de Sobrance, où on n'a pas eu le droit d'entrer par contre. Dommage, mais ce n'est qu'un détail. Alors, donc le coût de construction est connu, mais c'est vrai que la question de l'entretien est tout à fait importante. Je ne pouvais pas parler de tout à l'heure, et je pense qu'assez rapidement, on va réatteindre les 100 millions d'euros d'entretien, 100 millions d'euros d'entretien. Ça va... Donc les sommes vont être tout à fait importantes. Alors, la méthode pour désavouer les murs, à mon avis, c'est l'argent. L'argent, c'est le nerf de la guerre. Les morts aux frontières, les Européens n'en ont rien à fiche. On tue des milliers de personnes, personne n'en a rien à fiche. Il n'y a que le Titanic qui a le droit à notre émotion. Et quand un Érythréen se noie, ça n'a aucune valeur. Ok, très bien. Ok, donc c'est l'argent. Où part votre argent ? Elle va dans la poche des entreprises qui les financent, qui les présentent comme des solutions. Et le jour où vous en aurez marre... Happy taxpayers, eh bien, voilà, il faudra voter pour d'autres partis politiques que ceux qui présentent ces solutions. Je crois que l'argent, c'est le nerf de la guerre, et c'est comme ça qu'on pourra vraiment... Mais c'est un puits sans fond. Et encore une fois, quand vous n'aurez pas de place en maison de retraite, il ne faudra pas oublier que vous avez voté pour des partis politiques qui préconisent de construire des murs et surtout pas d'ouvrir de nouvelles maisons de retraite. Merci. I think we have time for one last question, unless Alexandra, you'd like to add something. Je crois que c'est vrai le coût du mur n'est absolument quelque chose qui n'est absolument pas mis sur la table, et le coût avec les coûts induits. Ça, c'est quelque chose qui est complètement masqué, parce que je pense que le fond du problème, c'est qu'on considère, notamment depuis le 11 septembre, que l'aspect sécuritaire prime sur tous les autres. Et à partir du moment où on est dans cette logique-là, où nous tous, on est dans cette logique-là, on va continuer vers cette dérive. Et c'est ce qu'a dit Stéphane, c'est un puits sans fond. Et je crois qu'on est dans un monde qui arrive au bout de certaines logiques et qui aujourd'hui, qui depuis quelques années marche sur la tête et qui arrive à un certain nombre de logiques. On construit tant et plus d'armes. Bien entendu, on arrive à la guerre. Donc c'est un retournement qu'il faudrait opérer. Et je crois que nos opinions publiques n'y sont pas prêtes. Elles croient encore que l'usage des armes fera la paix, ce qui est un non-sens total. Et je crois que tant que nos opinions publiques, et parce que nos politiques n'informent pas les opinions publiques, vont vers des solutions qui sont toujours les plus faciles,
on va vers une dérive sécuritaire qui n'a pas d'issue. Enfin, on le voit en Israël aujourd'hui. Quelle est la solution? Il n'y a pas de solution en réalité, parce que le sécuritaire a primé, il a primé sur l'humain, il a primé sur le droit des gens, le droit des minorités, et tant qu'on est dans cette logique-là, il y aura de plus en plus de murs et on ira à la dérive. All right. One last question, I will really ask you to keep it short. Bien sûr. Donc, première chose, une remarque. L'impression qu'on a en vous écoutant tous, c'est qu'on a un phénomène de déshumanisation associé à ces barrières ou ces murs. Je voulais m'assurer que c'était bien votre intention de le souligner à ce point-là. Et donc, ce que je constate, c'est ce que disait Goran Kalalic-Novak, c'est que pour que cette déshumanisation fonctionne vraiment, il faut bloquer l'action des juristes qui vont vérifier que le droit est appliqué. Et donc là, ma question, en complément à celle de Luc Lévy, c'est est-ce que garantir l'accès de ces juristes et donner une publicité, puisque ce qu'on a vu, c'est que tout était secret, le financement, l'action réelle, y compris l'accès aux lieux, enfin une bonne partie des choses est secret. À la fois on a l'effet télévision, mentionné plus tôt, et puis on a l'effet zéro télévision. Et est-ce que de ce côté-là, vous avez peu de temps pour répondre, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi à penser une réponse sur le secret? Right. Goranka, this one is for you. I cannot agree more with your proposal, and I don't think that only lawyers are somehow, of course, but yeah, lawyers as those who are following the law, of course, and those gray zones, as I tried to explain, really now exist more than ever. Because now with these walls and fences, and not only walls and fences, but very restrictive migration policies and very restrictive laws and regulations, and even more restrictive practice of the public administration and border guards, this is something which should be tackled more broadly and more. It should be more in public discourse, the question how to have the access to those walls and borders, whether they are externalized or at the physical borders, in order to see what is going on really in practice. So yes, definitely this is something which should be advocated for in different forums and in different occasions, and this was the reason of my presentation. Thank you. Thank you very much. On this note, I suggest to close this roundtable by giving a warm round of applause to all presenters. And the day is not completely over yet, because Luc Lévy will now make a final address, and then we'll hear a bit of literature before opening a new exhibition. So thanks a lot to all. Stay in the room. And yes. Voilà, donc merci beaucoup à vous toutes et à vous tous. Et après l'intervention de Madame Sarah de Biasi, j'aurai l'occasion encore de dire quelques mots de remerciement. Juste peut-être de façon très impressionniste, quelques éléments que j'ai retenus de cette journée extraordinairement riche et puissante. Peut-être que s'il y avait une formule que je souhaiterais retenir pour résumer ce que nous avons entendu aujourd'hui, c'est que, voilà, le monde est trop petit pour des murs. Alors, notre président a dit « Make the planet great again ». On a envie de dire, effectivement, on a envie d'une planète grande et avec le moins de murs possible. Vous avez, chers amis éminents experts, durant toute cette journée, nous aidé à réfléchir de quelle façon les frontières étaient légitimées, la question aussi de ce retour en force
alors qu'il y a encore quelques années, lorsqu'on parlait beaucoup de globalisation, on pensait aussi que dans une certaine mesure, l'effacement des frontières était une affaire presque entendue, en soulignant notamment les évolutions que nous connaissions en Europe, au sein de l'Union européenne, et espérant que ces évolutions-là, c'était finalement des règles qui allaient s'imposer peu à peu. Or, vous l'avez dit, chacun à votre façon, aujourd'hui nous sommes confrontés à la prolifération des lignes de délimitation, de nouvelles frontières, et puis gagnés par des mouvements puissants qui instrumentalisent cette question des frontières. On a eu plusieurs exemples tout à fait pertinents, où on voit qu'il y a véritablement des carrières politiques qui se font autour du récit de la frontière, soulignant au fond que ces frontières seraient le seul garant de la protection des identités, au fond comme si l'avenir pour nous tous était une réponse ethnique. Aussi, cet après-midi, vous l'avez bien souligné, les murs nous protégeraient de tous les dangers, du terrorisme, des migrations sauvages qu'on associe à toutes sortes de menaces. Bref, on sent un climat effectivement assez préoccupant où des forces un peu partout cherchent à les réhabiliter. Alors, comment sont délimitées les frontières? C'est ce dont vous en avez parlé. Quels sont les impacts pour les populations? Nous en avons aussi parlé toute la journée. La frontière est-elle seulement un mur ou aussi un lieu de passage et de transition? Je voudrais, dans ce cadre-là, souligner aussi combien je suis, à titre personnel, heureux que nous ayons pu organiser cette rencontre ici à Zagreb. Heureux parce que cette partie de l'Europe, l'Europe du Sud-Est, il y a peut-être moins de 20 ans, eh bien des gens ici mouraient, des hommes, des femmes, pour des frontières. Donc parler des frontières ici a un sens extrêmement fort. Et comme l'a rappelé aussi une des personnes qui était ici dans le public, il a rappelé le prix Nobel, Ivo Andrić, son livre « Un pont sur la Drina ». C'est-à-dire que cette région, c'est la région des séparations, mais c'est aussi la région des vivres ensemble. Et donc, avoir aussi ces messages-là me semblait particulièrement important. Et je crois que, chers experts, chers universitaires, je crois que chacun et chacune à votre façon, vous nous avez transmis aussi ce message, c'est-à-dire au fond que la question des frontières, la question d'adoucir les frontières ou de les rendre heureuses, c'est aussi peut-être ce que signifie, quand nous l'avons au cœur, le projet européen. Et je pense que grâce à ce symposium, nous avons compris combien la problématique des frontières concentre donc tous les paradoxes du monde d'aujourd'hui. Et c'est à travers ces trois grandes sessions, les frontières de l'Europe du Sud-Est, du visible à l'invisible, quelles frontières pour l'Europe, et enfin les murs frontières, que vous nous avez aidés à répondre et que vous nous avez donné ce regard sur le monde contemporain tel qu'il est. Regard qui aboutit parfois à des images insoutenables, même si on préfère ne pas les voir. Je pensais notamment à ce que François Gemène avait montré, cet homme dans le coffre moteur d'une voiture, donc la déshumanisation, donc des images insoutenables, mais que nous préférons ne pas voir. Et puis les images des murs, les images de monde emmuré, qui sont aussi des choses très très difficiles et qui sont parfois fêtées, comme nous l'avons noté tout à l'heure, malheureusement. Et puis il y a aussi des images heureuses. Alors on ne les a pas vues là, mais tout à l'heure, peut-être quand vous allez vous promener dans Zagreb, sur la place des Fleurs, vous verrez une très belle exposition qui a été organisée par l'Institut italien d'un très bon et très doué photographe italien, monsieur... Alors le nom m'échappe... Pardon ? Voilà, Valerio Vincenzo, qui a fait un très beau travail sur les frontières heureuses. Alors vous allez voir de très beaux paysages entre la Finlande et la Suède, entre la France et l'Allemagne, entre la Lituanie et la Lettonie. Et je suis très heureux qu'on ait ces très belles expositions photographiques, parce que c'est aussi notre façon de penser la frontière. Et c'est peut-être une façon de dire, voilà, comment on peut réinventer aussi la frontière. Il ne s'agit pas de dire non à la frontière, nous en avons besoin, nous avons besoin de savoir où sont nos limites, qui nous sommes, mais en même temps, nous pouvons les rendre heureuses.
Alors, maintenant, je vais passer un petit peu à autre chose et introduire la dernière intervention, celle qui sera de Madame Sarah de Biasi. Et pour cela, je vais commencer par une citation un peu difficile, mais qui résume peut-être aussi la journée. Le passeport est la partie la plus noble de l'homme. D'ailleurs, un passeport ne se fabrique pas aussi simplement qu'un homme. On peut faire un homme n'importe où, le plus étourdiment du monde, et sans motif raisonnable. Un passeport, jamais. Aussi, reconnaît-on la valeur d'un bon passeport, tandis que la valeur d'un homme, si grande qu'elle soit, n'est pas forcément reconnue. C'est ainsi que s'exprimait Bertolt Brecht dans les dialogues d'exilés. Nous allons donc maintenant évoquer l'écrivain Agatha Christoph qui traversait donc la frontière entre la Hongrie et l'Autriche au mois de novembre 1956, parvenant au bout de quelques mois en Suisse romande avec le statut de réfugié. Elle devint donc cet immense, grand écrivain francophone pour qui la frontière est une thématique obsessionnelle, une frontière minée et sans cesse franchie où il s'agit de devenir autre tout en restant soi-même. Le déplacement et l'exil sont restés pour Agatha Christoph des blessures toujours ouvertes. Elle disait ceci, un jour de novembre 1956, « J'ai perdu définitivement mon appartenance à un peuple ». Donc évoquer Agatha Christoph et son œuvre, c'est donc nous plonger en écriture, cette fois-ci, dans ce chaos des frontières qui bougent, des peuples déplacés, des libertés supprimées, des fuites et des dangers de l'exilé. Terre de personnes qui n'est plus le pays natal, mais n'est pas encore le pays d'accueil, la frontière, c'est la déterritorialisation en acte. Chère Sarah de Biasi, c'est ainsi que vous définissez la poétique d'Agatha Christoph. Avant de vous donner la parole, je vous invite donc à me rejoindre. Juste quelques mots pour vous présenter. Après des études de lettres classiques à l'Université de Naples, vous vous installez à Paris et découvrez ce que vous avez, ou ce qu'on appelle la littérature translingue, celle des écrivains qui s'expriment littérairement dans une langue autre que la langue maternelle. Vous avez étudié la littérature comparée à l'École normale supérieure de Paris et à l'Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle. Et actuellement, donc, vous êtes doctorante à l'Université Cergy-Pontoise et vous préparez donc une thèse sur la frontière dans l'œuvre d'Agatha Christoph. Et c'est sur ce thème que vous allez maintenant intervenir. Je dois dire que j'ai eu l'envie de vous inviter, que vous soyez ici à Zagreb, parce que je vous avais entendu dans cette très belle émission organisée par France Culture, consacrée à l'œuvre d'Agatha Christoph, et qui portait en particulier sur la question de la frontière. Alors, mille merci d'être ici. Merci. Je remercie évidemment l'Institut français dans la personne de Luc Lévy qui m'a invité. Et je vous remercie donc aussi de cette belle introduction à l'œuvre d'Agatha Christoph que vous venez de faire. J'ai donc l'honneur de conclure cette première journée du symposium riche de savoir et de rencontres autour de ce thème de la frontière. Mon point de vue, donc, vous l'avez compris, est celui des études littéraires. Je vais donc me demander, c'est ce que je fais dans mes travaux, qu'est-ce que la frontière fait à la littérature et qu'est-ce que la littérature fait ou dit plutôt, fait en le disant ou dit en le faisant, de la frontière. Et donc, je vais essayer de poser ces deux questions à l'œuvre d'une écrivaine qui est effectivement issue de la frontière, donc Agatha Christoph, qui, comme vous venez de le dire, Monsieur Lévy, franchit la frontière entre la Suisse et la Hongrie, entre la Hongrie et l'Autriche pour se rendre ensuite en Suisse en octobre 1956, et en Suisse où donc elle se retrouve, comme elle le dit, tout à fait par hasard. Et c'est à partir de la Suisse romande donc qu'elle deviendra plus tard écrivaine de langue française. Donc le parcours, je n'ai peut-être plus besoin de le retracer puisqu'il a déjà été fait, mais je me focalise quand même un petit instant sur le thème justement des frontières et des langues. Christoph grandit à Kőszeg, en Hongrie, près de la frontière autrichienne. Tout en vivant dans une région où un quart de la population parle allemand, elle grandit dans un milieu monolingue hongrois.
Et lorsqu'elle s'exile à l'âge de 21 ans, elle ne parle aucune langue étrangère. Ce qui est rare. Elle avait côtoyé plusieurs langues étrangères, mais elle était une locutrice monolingue. Et arrivée donc en Suisse, elle sera obligée d'apprendre le français, cette langue très, très éloignée par rapport à la langue hongroise. Et c'est donc dans cette langue qu'elle va écrire d'abord des pièces de théâtre et plus tard un roman en 1986, Le Grand Cahier, qui est son roman le plus connu et qui sera le premier volet d'une trilogie publiée en France aux éditions du Seuil. C'est donc à partir d'une langue seconde, le français, qu'elle sera lue, traduite et reconnue en Europe et dans le monde entier. Donc, qu'est-ce que la frontière fait à la littérature? Dans le cas d'Agota Christophe, d'abord, la frontière rend impossible toute assignation identitaire, nationale et même linguistique. En effet, Agota Christophe est considérée comme une auteure hongroise, suisse ou française selon qu'on se réfère à ses origines, à son lieu de résidence ou au lieu de publication de ses textes. Quant aux langues, elle a écrit une partie de son œuvre qui a d'ailleurs été publiée récemment en hongrois, ses poèmes, et la plus grande partie de son œuvre, comme je l'ai déjà dit, en français. Français qui, à son tour, a des implications différentes selon qu'on le parle en Suisse, un pays officiellement plurilingue, ou en France, qui est un pays, disons, de tradition monolingue et de tradition de sacralisation de la langue. À cause peut-être de ces difficultés d'assignation nationale, Agota Christophe a surtout été consacrée en tant qu'écrivaine européenne. Même si son œuvre ne présente aucune réflexion spécifique au sujet de l'Europe. Elle a reçu notamment 2 prix littéraires européens, le prix européen de la DELF, Association des écrivains de langue française, en 1988 pour Le Grand Cahier, pour son premier roman, et 20 ans plus tard, donc plutôt à la fin de sa vie, en 2008, le prix de l'État autrichien pour la littérature européenne pour l'ensemble de son œuvre. Là, vous voyez le palmarès de ce prix, juste pour montrer que c'est un prix qui est souvent décerné à des écrivains qui se situent à la frontière entre plusieurs langues et cultures, le plus souvent 2, voire plusieurs, et dont cette pluralité même constitue un aspect marquant au niveau des œuvres. Issue de l'Europe de la guerre froide, divisée donc en 2 blocs, dont l'imaginaire informe l'ensemble de son œuvre, Agota Christophe atteint la reconnaissance et puis la consécration lors de la dissolution de ces 2 blocs, comme vous le voyez en regardant tout simplement les dates de publication de ces romans, de ces principaux romans. Sa réception est donc orientée vers une interprétation, je dirais, largement européiste. Donc, en employant des catégories qui ont été proposées ce matin, je dirais que l'imaginaire d'Agota Christophe relève de ce qui a été appelé unilateral reboarding, tandis que sa réception critique relève plutôt du multilateral deboarding, donc de la chute de cette frontière qui existait entre la Hongrie et, l'Autriche dans le cas du parcours d'Agota Christophe et puis la Suisse. Je vais donc à présent un peu brutalement passer à ma deuxième question. Donc, quelle est la représentation de la frontière dans l'œuvre d'Agota Christophe? Premièrement, comme il a déjà été dit, la frontière est omniprésente. Sa représentation est spatiale, politique et linguistique. Les 3 ne sont pas séparables. Dans les romans, la frontière ne cesse d'être représentée comme une barrière infranchissable entre 2 territoires entre lesquels il n'y a pas d'échange. Une ligne dont le franchissement, qui advient cependant sans exception, produit une fracture irrémédiable et une séparation sans retour. Dans Le Grand Cahier, le premier roman, la frontière constitue le repère spatial fondamental.
deux enfants jumeaux, bon, je le dis très rapidement, sont confiés à leur grand-mère pendant qu'une guerre ravage le pays. Et la petite ville jamais nommée dans laquelle se déroule l'action se trouve à marge du pays, près de la frontière avec un pays voisin, lui non plus n'est jamais nommé. Et la maison où vivent les jumeaux et la grand-mère se trouve à son tour à marge de la ville, tout près de la frontière. Avec l'arrivée des libérateurs et la fin de cette guerre, qui elle non plus n'est jamais nommée, la frontière devient infranchissable. Concrètement, la ligne de partage entre les deux pays est minée et protégée par des soldats étrangers. À la fin du roman, l'un des jumeaux parviendra au prix extrême du parricide et de la séparation d'avec son frère à traverser cette barrière minée pour atteindre l'autre côté. La preuve, donc le deuxième volet de cette trilogie, se focalise sur le jumeau resté de ce côté de la frontière et sur sa vie sous les régimes totalitaires qui sévissent. La frontière semble se resserrer autour de la ville, étouffant ses habitants. Vous l'avez compris, les noms des villes, les noms des pays, les noms des langues ne sont jamais mentionnés dans ces œuvres. Le troisième mensonge, qui est le troisième roman, s'ouvre quant à lui sur une longue ellipse. Donc on est 40 ans plus tard, 40 ans après son départ, plutôt, un étrange personnage qui s'appelle Lucas revient dans son pays d'origine à la recherche de son frère dont il avait été séparé à l'âge de 5 ans. La frontière, désormais, n'est plus étanche, mais le contrôle bureaucratique a remplacé l'interdiction de mouvement. Le récit est parsemé de papiers d'identité, de visas qui se renouvellent et qui périment, contrôle d'identité, arrestation, etc. La frontière, telle qu'elle apparaît dans ce troisième volet, n'a donc rien de pacifié. Mais Christophe montre que l'incommunicabilité entre les deux mondes n'en résulte que renforcée. Preuve extrême en est la perte totale d'identité du personnage de Lucas. Il ne sait plus si son frère a vraiment existé. Il mélange les personnages de ses fictions, il est écrivain, et ceux de la réalité. Et il alterne une extrême lucidité et des rêveries proches de l'hallucination. En somme, la décomposition de la frontière, sur laquelle par ailleurs les romans ne s'attardent pas, je vous ai dit qu'il y a une ellipse, loin de favoriser la recomposition, ne fait que montrer son impossibilité. De même, dans le quatrième roman de Christophe, Hier, sur lequel je ne m'attarde pas. Dans l'ensemble de l'œuvre d'Agatha Christophe, donc on l'a vu, la frontière est représentée avec des caractères de linéarité, étanchéité et infranchissabilité. Or, il existe une correspondance entre la représentation romanesque de la frontière et l'imaginaire des langues de l'auteur, que l'on reconstitue notamment à partir de son récit autobiographique « L'analphabète ». Dans ce texte, la représentation des langues, et notamment des deux langues parlées par l'auteur, le hongrois et le français, se fonde sur une séparation nette entre celles-ci. Les deux langues sont lointaines, séparées, sans contact. L'apprentissage progressif du français fait reculer le hongrois, le confinant dans l'espace de la mémoire et lui empêchant l'accès à l'espace de l'écrit. Comme elle le dit très clairement, cette langue, le français, est en train de tuer ma langue maternelle. Christophe emprunte largement un lexique belliqueux lorsqu'elle parle des langues. Le français, dit-elle, est une langue ennemie, tout comme l'avaient été l'allemand et le russe imposés en Hongrie par les occupations militaires successives. Écrire en français est un défi. Elle dit ainsi mener depuis 1956 une lutte longue et acharnée contre cette langue. L'idée d'une coexistence pacifique, voire d'un contact fécond entre ces langues, n'est pas abordée ni avant la fin du régime communiste en Hongrie, ni après. Certains des textes d'Agatha Christophe sont écrits quand même dans les années 90. Aucune coexistence, aucun aller-retour n'est envisagé, comme vous le voyez dans la citation. Écrire en français, j'y suis obligée. Une forte solidarité apparaît ainsi entre la représentation de la frontière comme séparation absolue entre territoires et un imaginaire des langues distantes, non communicantes et complètement étrangères l'une à l'autre.
Cependant, et ce sera ma conclusion, ces deux types de représentations se heurtent chez Christophe à une même contradiction. En effet, d'un côté, la frontière, comme je l'ai déjà dit, représentée comme infranchissable, est sans exception franchie par les personnages romanesques. De manière similaire, les langues coexistent parfois dans l'œuvre. Le franchissement de la frontière constitue l'événement principal dans chacun des récits d'Agatha Christophe. Associé au meurtre du père, acte à la forte charge symbolique, le franchissement de la frontière marque la séparation douloureuse et définitive avec la patrie, père et patrie, et le commencement du désert de l'exil. C'est comme ça qu'elle appelle l'exil. En même temps, cet événement est ce qui permet l'émergence de ces personnages éminemment hybrides que sont Lucas dans Le Troisième Mensonge et Chandor dans Hier, qui est le 4e roman d'Agatha Christophe. Ces personnages, qui sont le résultat du franchissement de la frontière, sont des hommes déracinés, déplacés, donc pas à leur place, ni dans le nouveau pays, ni lorsqu'ils y reviennent dans l'ancien. À l'image de l'auteur, ces personnages vivent entre deux langues, et de culture, et ils sont eux-mêmes écrivains translangues, puisqu'ils écrivent dans la langue du pays de leur exil. La coexistence des langues dans l'œuvre est visible, quant à elle, à deux niveaux. D'un côté, l'autotraduction du hongrois au français est présente, bien que masquée, tout au long de l'œuvre. Bon, là, je n'ai pas le temps de m'y attarder, mais c'est vraiment un chantier, surtout pour ceux qui peuvent lire la partie hongroise de l'œuvre d'Agatha Christophe. Donc, elle s'est auto-traduite tout en masquant cette activité, tout en niant presque, toujours avoir accompli ces autotraductions. Et de l'autre côté, vous le voyez dans l'image, les langues coexistent dans cet ouvrage, dans ce livre qui est paru l'année dernière, donc en 2016, et qui représente donc la publication posthume d'un recueil bilingue de poèmes. Malgré la division en deux sections, donc une en hongrois et l'autre en français, le recueil témoigne d'un rapprochement des langues dans l'imaginaire de l'auteur, au moins à la fin de sa vie, et de l'acceptation d'une rencontre possible. Je termine là-dessus et je vous remercie. Merci. Je ne sais pas s'il y a des questions. On va peut-être prendre des questions, puisque la soirée va continuer, donc on aura l'occasion d'échanger. En tout cas, merci pour cette très belle présentation. Merci à vous. Juste quelques mots de conclusion, de remerciements. Alors tout d'abord, pour la tenue de ce symposium, je voudrais d'abord vous remercier toutes et tous, éminentes chercheuses, éminents chercheurs, et éminents universitaires, éminents universitaires. Vous nous avez fait l'honneur donc de venir ici à Zagreb, et je tiens à souligner d'ailleurs qu'il s'agit d'une première journée, puisque certains d'entre vous, vous serez aussi demain à Rijeka, ville frontière s'il en est dans la région. Je rappelle que Rijeka, c'est Fiume, et bon, ça rappelle beaucoup de souvenirs dans les manuels d'histoire en tout cas. Je souhaiterais aussi exprimer toute ma reconnaissance pour l'ensemble des partenaires, donc tous nos amis du réseau UNIC qui regroupe l'ensemble des instituts et centres culturels européens ici présents en Croatie, la représentation de la Commission européenne, bien évidemment notre principal partenaire pour la réalisation de ce très beau projet, l'Institut croate des migrations, l'Académie croate qui nous accueille dans ces lieux, l'Université de Rijeka, avec lequel nous prolongeons donc ces sessions, ainsi que le comité de Rijeka 2020. Rijeka sera capitale européenne de la culture à cette date. Et je tiens aussi à rappeler qu'il y a des événements en parallèle qui se poursuivent, notamment durant les prochains jours, un très beau festival de films consacré à la problématique des frontières et des migrations, à la fois des fictions et des documentaires,
ainsi que 3 expositions. Donc vous avez l'exposition dont Madame Witold van den a été la commissaire, que vous avez pu voir ici, donc exposition créée par le Musée national de l'histoire de l'immigration en France. Et puis vous avez aussi au sein de l'Institut français, dans notre médiathèque, la très belle exposition, triste mais très belle exposition d'Alexandra Novoselov. Vous nous avez montré d'ailleurs un certain nombre d'images que vous allez pouvoir retrouver à la médiathèque. Et puis enfin, ce que j'avais évoqué, malheureusement j'avais oublié le nom du photographe, mais c'est la fatigue de la journée, voilà, enfin j'espère que c'est ça. Donc Valerio Vincenzo, qui donc sur une des principales places publiques des Zagreb propose des photographies des frontières heureuses au sein donc de l'Union européenne. Enfin, je vous invite tous, chers amis, à poursuivre cette journée, cette soirée, à la galerie JV Atelier, tenue par Cyril Cartier et Maja Subotic, qui organise un beau projet de rencontre et d'intégration impliquant artistes et réfugiés ici en Croatie, à Zagreb, et où nous allons pouvoir aussi déguster des spécialités du Proche et Moyen-Orient. Et pour terminer, je tiens aussi à féliciter les interprètes pour le très beau travail qui n'a pas été facile, une très très longue journée. Et enfin, je voudrais, de façon très vraiment exprimer toute ma reconnaissance, et je parle vraiment, ça vient du cœur et de façon très, très personnelle aussi, c'est l'engagement depuis des mois de Madame Gaëlle Lepavic, qui a fait un travail formidable. Alors je vous demande de l'applaudir. Ainsi que Madame Delphine Dufoy, qui a contribué aussi à la réalisation de ce beau projet, et puis l'ensemble de l'équipe de l'Institut français et tout le réseau UNIC. Voilà, merci beaucoup.